Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview reconversion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion. Marion qui est une amie à moi et qui a un parcours professionnel assez atypique, on va dire, qui fait plein de choses en même temps et qui a fait déjà par le passé plein de choses aussi. Donc l'idée, ça va être de discuter un petit peu, comme toujours, de son parcours, de ce qui a été facile pour elle, mais aussi de ses difficultés. Marion, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es pour commencer? Oui, alors qui suis-je? Je vais avoir 30 ans, donc le 31 juillet. Et qui je suis, en fait, je fais plein de choses. Donc j'essaye de ne pas me définir par ce que je fais, parce que je fais plein de choses, mais en même temps, je suis assez multiple et je m'en rends compte maintenant. Euh, En gros, qu'est-ce que je fais? Je fabrique des bijoux, je réalise des documentaires, je travaille aussi avec mon conjoint pour ouvrir un magasin en alimentation biologique. Donc du coup, je fais plein de choses et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que fallait faire qu'un truc dans la vie et que c'était le travail qui du coup définissait un peu ce que tu faisais et ce que tu étais. Donc, du coup, finalement, je pensais qu'il fallait avoir une carrière très bien tracée, finir ses études, commencer un job et puis gravir un petit peu les échelons de quelque chose dans lequel on était censé en fait s'accomplir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir photographe. Ça, c'était vraiment une grande passion. Donc, je suis partie en mise à niveau en art appliqué pour ensuite pouvoir intégrer l'école de photographie d'Arles ou alors les beaux-arts. Enfin, je voulais vraiment rester dans une carrière un petit peu artistique. Et puis, c'est drôle, là, j'ai repensé ce matin avant qu'on passe en interview, qu'on fasse cette interview, c'est que je me suis rappelé que j'ai pris une voie un petit peu autre tracée parce que quand j'étais un petit peu dans cette période où je voulais faire ça, j'avais pas du tout confiance en moi. Mm. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression que du fait que je n'ai un amour un peu artistique de la photographie ou de l'image, ça suffisait pas et qu'il fallait vraiment que j'ai la technique. Et en fait, je voyais que j'étais pas du tout. Enfin, la technique, pour moi, c'était un peu abstrait, c'était très mathématique et c'était pas du tout mon truc. Et du coup, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tenté l'école d'Arles parce que j'ai eu trop peur. Je me suis dit, non, t'es pas capable et c'est pas possible. J'ai passé les concours des Beaux-Arts, mais j'étais en liste d'attente. J'étais en liste d'attente sur Lyon et du coup, je me suis dit, je vais pas rien faire. Et dans ce laps de temps, en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a, donc, dont je me suis rappelée ce matin, c'est que j'ai souvent entendu mon père dire ah, moi, si j'avais pas été commercial, j'aurais fait de l'humanitaire. Et en fait, ce truc, j'en suis rappelée. Et en parallèle de ça, il y a une amie de mes parents qui était cartomancienne, qui tirait un petit peu les cartes, et elle avait dit à mes parents ah, mais votre fille, c'est sûr, elle travaillera dans l'humanitaire, elle fera quelque chose dans le social, etc. Et en fait, j'ai eu un flash avant de commencer cette interview avec toi, Marina, parce que je me suis dit, mais c'est drôle comme finalement ce truc, ça s'est imprégné en moi comme un outil type des cartes m'ont influencé sur ce que je pensais que je devais faire. Du coup, je suis partie et j'ai fait une licence en anthropologie à Lyon 2. J'ai commencé, j'aimais beaucoup l'anthropologie visuelle, mais je me suis un peu détachée de ça. Et au fond de moi, je me suis dit, en fait, je vais travailler dans le social, je vais faire de l'humanitaire. Et d'esprit, je me disais, je vais faire l'école Bioforce parce qu'elle m'intéressait quand même aussi beaucoup, cette école. Il y avait ces deux choses qui m'intéressaient. Et du coup, du fait de penser que j'étais incompétente pour faire quelque chose de créatif, je me suis rabattue sur ce deuxième projet qui me plaisait aussi et que je pensais être profondément le mien. Et donc, du coup, j'ai fait de l'anthropologie, je suis partie étudier au Brésil et je me suis dit, voilà, mon objectif, c'est de faire Bioforce. Bioforce, qui est une grande école de solidarité internationale qui avait initié à côté de Lyon. Et donc, du coup, je fais cette école, je fais mon service civique, je fais un master en parallèle, toujours dirigé vers le social, etc. Et puis, je réussis à avoir l'école Bioforce. J'ai réussi à rentrer. Et je ne pouvais pas l'intégrer avant 23 ans. Il y a un âge particulier pour y aller. Et donc, je suis prise là-bas et je me dis, ça y est, la voie est tracée, j'y vais, quoi, banco, c'est cool, je vais faire de l'humanitaire, je vais partir voyager. Il y a quand même ce côté où moi, je voulais être photographe, reporter, donc du coup, je me disais, il y avait toujours ce truc où je me disais, je pourrais faire ça, c'est génial, même si c'était pas très assumé. Et puis, je fais cette école, je suis en couple avec quelqu'un, j'habite à Lyon,
Et puis au moment où il faut partir en mission humanitaire à la fin de mes études, je suis super angoissée, je le sens pas, j'ai un gros passif de crise d'angoisse, etc. Donc je commençais à me dire, ça va être compliqué. À la fois, je me disais, bah, c'est parce que j'ai pas envie, mais en fait, c'est parce que j'avais extrêmement peur et que finalement, j'avais vraiment pas envie de faire ça profondément au fond de moi, même si j'étais tellement persuadée que je voulais faire ça que je comprenais pas pourquoi c'était pas fluide, tu vois. Je me suis auto-persuadée. Et donc, je ne fais pas, je ne pars pas en mission, mais je trouve un travail comme assistante sociale dans une association qui accompagne des demandeurs d'asile, donc pas comme assistante sociale parce que j'ai pas la formation, mais comme chargée d'accompagnement. Et je ne pars pas à l'étranger pour faire de la solidarité internationale, mais je dévie un petit peu. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à être assistante sociale chargée d'accompagnement pendant 2 ans dans une association. Et j'étais pas bien. Donc voilà, et c'est un peu là que j'aime à dire que l'histoire débute un peu, où je me suis dit, bon, bah, après, il y a eu un avant et un après, en fait, ce job, quoi. Qui finalement a été quelque chose de positif, même si ça me plaisait pas, parce que ça m'a un peu réveillée à moi et ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, j'ai plein de questions sur ce que tu as ressenti pendant ces moments-là, mais peut-être déjà, on va finir. Donc, après ce job d'assistante sociale, on va dire, qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, du coup, j'ai été là-bas pendant 2 ans et je sentais que j'étais pas vraiment à ma place. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas ce que je faisais, parce que j'adore le contact avec les gens. Je me sentais vraiment utile. Et c'est pour ça que je comprenais pas, parce que tout le monde me disait, ah, quelle chance t'as, tu dois te sentir utile. Moi, j'étais là, bah oui, je suis utile, mais profondément, il y a un truc qui me manque. Et du coup, je me dis, ah, bah, je suis pas bien dans ce boulot. En parallèle, je commence à faire des stages de yoga, notamment avec Charlotte, que tu connais. Je commence à m'ouvrir un petit peu à un truc un peu plus spirituel, et où je me connecte plus à moi-même. Et je me dis, il y a un truc qui est pas normal là. Et je luttais de ouf. Je luttais beaucoup. Et finalement, à force de me dire que j'étais pas bien, que j'étais pas bien, que j'étais pas bien, je commençais en parallèle à redévelopper quelque chose d'un peu plus créatif. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose avec mes mains, donc j'ai commencé à fabriquer des bijoux un petit peu en parallèle de mon activité salariée. Et je me disais, ah, mais j'aime bien faire ça, enfin, ça m'apaise vraiment. Et pourtant, vu que j'avais pas l'impression de contribuer à la communauté, bah, je culpabilisais un peu, tu vois, de me dire, ah, bah mince, je fais pas quelque chose qui est utile. Donc il y avait un fort sentiment de culpabilité qui était là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait agresser sur mon lieu de travail en 2019 ou 2020, je ne sais plus, 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a donné une porte de sortie, en fait. Parce que du coup, j'ai été en arrêt, parce que ça m'a quand même beaucoup choquée. C'était pas une petite agression en l'occurrence. Et j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle, ce qui était extrêmement compliqué dans cette association, parce que c'était pas du tout un truc qui se faisait. Et en fait, j'ai profité de cette rupture conventionnelle pour me poser et me dire, ben voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, et qu'est-ce que je fais. Et en fait, de ce vide, je me suis dit, ben, en fait, je peux faire absolument ce que je veux. Et j'ai ressenti à la fois un flip total, parce que je me suis dit, ma mère, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je connaissais rien à Pôle emploi, je savais pas comment ça se passait. J'ai du tout à prendre sur tas, j'avais peur. Et en fait, ça m'a apporté énormément de fluidité, de me dire, ben, en fait, je peux faire absolument ce que je veux. Donc, j'ai commencé à faire des bijoux. Et puis en parallèle, il y a eu les retraites que j'ai faites avec Charlotte qui ont eu une place très importante, parce que cette même année où je me suis fait agresser, en fait, je me suis dit, mais ça serait incroyable de faire un documentaire sur ce qui se passe dans ces stages et ce que les gens ressentent. Mais moi, j'ai dit ça comme ça, je ne me suis pas imaginé un seul moment que j'allais pouvoir le faire. Et en fait, en discutant avec Charlotte un soir à table comme ça, pendant une retraite, cette retraite de février, je lui dis,
il faudrait trop faire un documentaire sur ça. Elle me dit, bah vas-y, chiche. Et du coup, au moment où elle m'a dit ça, moi, j'étais encore dans mon poste de chargée d'accompagnement. Il n'y avait pas encore eu cette agression. Je faisais quand même mes bijoux. Donc, c'était un espèce de gros bazar de plein de trucs. C'était un espèce d'énorme nœud. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu la porte de sortie pour le poste, tout s'est à peu près aligné. Et en fait, j'ai dit, bah, maintenant, je fais les bons choix, quoi. Donc, je me suis retrouvée à faire des bijoux et je fais toujours des bijoux. Et j'ai réalisé du coup le documentaire Subtil que tu as vu, qui est sorti là en avril et ça a été un travail de 2 ans. Donc en fait, pendant 2 ans, j'ai jonglé entre ce film et avec les bijoux et voilà. C'est hyper intéressant, merci pour ça. Donc maintenant, on a le panorama, on va dire, pratico-pratique de ce que tu as fait. Du coup, moi, j'aurais posé comme question un petit peu comment tu t'es sentie dans tous ces changements et parce que j'ai l'impression qu'il y a différentes choses qui t'ont guidée, en fait, notamment entre le début de ton début de carrière, on va dire, et maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ressentis, de tes feelings quand justement tu sentais que l'eau tournait, quoi, et que tu allais sur d'autres choses? Déjà en début, on va dire, moi je me rappelle plutôt que le début de carrière, parce qu'en début de carrière, j'étais vraiment, quand je me suis dirigée vers le social, j'étais complètement déconnectée de moi. Donc du coup, je ne savais même plus qui j'étais. Enfin vraiment, je ne savais plus ce que je foutais là, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait que je fasse, et du coup, je ne comprenais pas pourquoi c'était pas fluide et ça roulait pas. Donc finalement, là où je me rappelle plutôt de mes ressentis, ce qui est marrant, c'est que c'est plutôt au moment de mes études, bien avant de commencer vraiment ces boulots dans le social. Donc ce que je ressentais vraiment, c'est que en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je rentre dans un moule à la fois professionnel et social et que j'étais vraiment à côté. En fait, je me sentais toujours à côté. J'avais toujours l'impression d'être rejetée, alors que je l'étais pas du tout. C'est juste que moi, je rejetais profondément ce que je voulais. Et du coup, c'est moi qui me forçais à rentrer dans un truc que je ne voulais absolument pas. Et j'ai eu aussi des parents, enfin plutôt mon père que ma mère, parce que ma mère m'a toujours soutenue et me soutient toujours, qui me disaient, et notamment du côté de mon père, ah mais de toute façon, toi, t'es la rebelle de la famille, tu veux jamais faire comme tout le monde, machin, machin. Donc du coup, en fait, j'avais ce truc de me dire, mais attends, je peux pas être qui j'ai envie d'être, donc du coup, je vais essayer de coller à ce truc, mais tout en gardant quand même cette personnalité forte, parce que je sentais que c'était quand même quelque chose qui me permettait d'exister, tu vois, et de me défendre aussi, et de pouvoir maintenir la tête hors de l'eau, parce que j'étais hypersensible, quoi, et je suis hypersensible. Donc finalement, ce que j'ai ressenti, c'était à ce moment-là, c'était un truc de il faut que je rentre dans ce moule-là, mais en donnant l'impression finalement que c'est quelque chose que j'ai vraiment choisi. Ouais. Parce que j'ai un fort caractère et c'est aussi ça qui m'a... En fait, c'est ça qui m'a sauvée même si j'en ai chié, j'ai fait une profonde dépression en 2012 vis-à-vis de tout un tas de choses comme ça qui étaient liées au professionnel. C'est ça qui m'a sauvée aussi, c'était de me dire ce caractère va me permettre de me sortir à un moment donné, même si je ne sais pas comment. Et ça m'a permis de faire des choses finalement pendant des années où j'ai assuré, mais qui étaient profondément pas en lien avec ce que je voulais vraiment, quoi. Je sais pas si c'est très clair, c'est dur d'exprimer un ressenti avec des mots. Ouais, ouais, si, c'est hyper clair et enfin, en fait, ça en dit long aussi sur un peu l'aspect sociétal de la vie pro aussi, où tu dois rentrer dans des moules et effectivement, il y a l'empreinte de la famille, des parents, de ce que toi, tu dois effectivement coller parce que enfin, aujourd'hui, c'est difficile de dire, ah ben non, je sais pas du tout ce que je veux faire, en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui ressentent ça profondément et qui n'osent pas forcément le dire, ou en tout cas, voilà, c'est mal vu, ou ce genre de choses. Donc, si, je pense que ça parlera aux gens qui ressentent ça. Et moi, ça m'amène à te demander, est-ce que donc, tout ce qui est autour de la photographie, etc., ça a toujours été un truc que tu as voulu faire depuis toute petite, ou est-ce que c'est plutôt dans tes études que ça s'est un peu dessiné, on va dire? Je me rappelle qu'il y a toujours eu un truc très créatif, très, 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 très petite. Je voulais être styliste, donc il y avait vraiment un truc dans l'image, il y avait quand même un truc, voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Mais voilà, je me rappelle quand même qu'il y a toujours eu un truc artistique. Enfin, j'ai jamais
jamais voulu être pharmacienne, j'ai jamais voulu être dans la vente. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je veux en faire et j'ai toujours dit à mes parents, mais moi, jamais je ne serai commerciale. Du coup, c'est très drôle. Mais la photographie, non, ça a toujours été un truc. Je voulais vraiment être, moi, je voulais être reporter de guerre, je voulais faire de la photo. Donc, du coup, c'est là que la tension s'est un peu faite où je me suis dit, bah, je serai pas photographe, mais du coup, je vais aller travailler dans des zones de guerre dans l'humanitaire. Il y a eu ce truc qui s'est fait. Donc, non, ça a toujours été là. J'ai eu un appareil très tôt. Mes parents m'ont mis un boîtier dans les mains. J'étais ado, mais en fait, j'osais tellement pas montrer ce que je faisais. J'avais toujours l'impression d'être nulle que du coup, j'ai un peu développé mon esprit, ma vision du monde et de moi, en fait, ce que je voulais, c'était montrer aux gens ce que je voyais dans mes yeux et la beauté du monde de ce que je voyais, de capturer des instants. Et du coup, j'avais l'impression que c'était pas légitime parce que bah, c'était moi et que j'avais pas très confiance en moi, de un, et de deux, parce que j'avais pas une technique de fou. Et encore aujourd'hui, j'ai pas du tout une technique incroyable. Enfin, moi, je tâtonne et je fais comme je le sens. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, parce que j'ai rencontré des personnes formidables grâce au documentaire, qui m'ont dit, mais en fait, fais. Et puis, en fait, on s'en fiche que tu connaisses pas tel réglage, tel truc. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire ressentir aux gens. Et en fait, le film m'a montré que c'était vrai. Et que oui, techniquement, il n'est pas parfait. Oui, il y a plein de choses qui vont pas. Mais que finalement, quand tu fais quelque chose qui t'anime et que tu montres aux gens ce qui est profondément toi, ben, ça parle forcément à des personnes. Du coup, ça a toujours été là, cette envie. Et elle a été mise énormément de côté. J'ai arrêté de faire de la photo pendant des années, de mes 18 à jusqu'à ce que je reprenne un boîtier là. J'ai pas touché un appareil. Enfin, j'ai vite fait, quoi. Mais j'ai pas refait de photos, même pour moi. Ouais. J'ai fait un petit peu d'argentique, si, quand j'ai recommencé à redévelopper des photos à la fac. Mais c'était pas, voilà, je les montrais pas, c'était pour moi, c'est tout, quoi. J'ai ma boîte avec mes argentiques et quand je les regarde, je me dis, ah bah quand même, putain, c'est bien, quoi. Et c'est cool de regarder ça avec du recul quand tu es plus âgé. C'est clair. Mm. Mais c'est assez incroyable parce qu'en fait, du coup, là, tu es revenu en fait à la photo et même plus que ça, puisque tu as fait un documentaire donc, et à cet aspect artistique. Comment tu te sens là d'avoir. Donc, du coup, effectivement, tu viens de réaliser ton premier documentaire. Comment est-ce que ça te. Enfin, comment tu te sens en fait là de l'avoir terminé et de te souvenir de tout ce parcours, entre guillemets? Bah, ça me fait des frissons. Et je trouve ça incroyable. En fait, j'ai pas de mots pour exprimer ça parce que là, on a dépassé les 90 000 vues sur le documentaire, donc qui est gratuit et en ligne. Et en fait, c'est un chiffre, mais j'arrive pas à me rendre compte enfin, je me dis, il y a 90 000 personnes qui se sont dit, bah, en fait, ce que je vois là, ça me parle ou ça me parle pas, et voilà. Mais il y a des personnes qui ont pris la peine de cliquer dessus. Mm. Et je me dis, attends, ça veut dire que, en fait, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Et le truc que ça m'a le plus apporté, enfin, quand je repense à tout ce parcours, aujourd'hui, je repense surtout, et c'est pour ça que c'est dans l'intro du film, c'est la phrase d'entrée, je repense à toutes ces personnes qui m'ont dit ah mais c'est compliqué, c'est difficile de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. En fait, ça me remet en face de plein de croyances que j'avais et que finalement les autres me renvoyaient beaucoup. Tu vois, aujourd'hui, je me dis pas oui, je me dis pas que je vais aller gravir l'Everest, mais en fait, si je travaille et que j'en ai profondément envie, bah, en fait, je peux le faire. Et, ce film, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Et ça me montre qu'on m'a toujours dit, et j'ai repris mes cahiers d'école ce week-end parce que j'étais chez ma mère, que j'étais pas assez rigoureuse, que j'étais pas assez minutieuse, etc. Et en fait, je me rends compte que pour faire ce film, eh ben, j'ai montré preuve d'énormément de résilience par rapport à tout ce que je pensais de moi. Mm. Et c'est un énorme cadeau. Enfin, toutes les gens me disent ah, merci. Les gens me disent mais merci pour ce cadeau, pour ce film, etc. Parce que je l'ai offert. Mais en fait, moi, ça a été une thérapie incroyable. Et ça a été hyper difficile parce qu'il y a plein de moments où j'ai dit à mon chéri, à mes amis, mais je vais jamais y arriver. Et les gens, ça va pas leur plaire. Et les gens, ils vont s'ennuyer. Et puis, je vais me faire juger par un machin et un tel. Et du coup, en fait, tout le panel des choses qui me posaient problème, et ben, ça s'est dénoué finalement
À la fin, quand je l'ai présenté et quand j'ai eu les premières émotions des gens, je me suis dit, bah, en fait, j'ai eu raison de le faire, quoi. Ouais. Et ça a commencé un petit peu avec les bijoux qui étaient à toute petite échelle, où les gens me disaient, ah, c'est trop beau ce que tu fais, mais c'est pas pareil, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est une toute petite échelle, ça touche moins de monde, et tu peux toujours te dire, je trouve que l'image, la vidéo, la photo, ça ment pas. Enfin, je sais pas comment dire, pas que les bijoux, ça mente, mais c'est qu'il y a ce truc qui vient toucher émotionnellement, qui est vraiment différent, où tu te dis, bah, si ça vient toucher l'émotion des gens, c'est que je me suis pas trompée. Et ça te force, entre guillemets, à croire en ce que tu as fait. Ouais, c'est clair. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais quand je regarde tout le parcours, en fait, je me dis, mais en fait, c'était essentiel je regrette absolument pas d'avoir passé toutes les périodes horribles de mon point de vue que j'ai passées parce que c'était nécessaire pour ressentir cette joie incroyable d'avoir réalisé ça, quoi. Ouais. Merci en tout cas pour ça. Justement, si ça te va, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur certaines étapes que tu as vécues, parce qu'effectivement, passer d'un côté, travailler dans une association pour des demandeurs d'asile à réaliser un documentaire, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, attends, comment elle a fait? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différentes étapes qui ont jalonné un peu tout ça, quoi? Ouais, oui, c'est vrai que c'est un peu un grand écart. Il y a pas, a priori, il n'y a pas de lien. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui a été vraiment le liant de tout ça, je dirais que ça a été vraiment les retraites que j'ai faites avec Charlotte qui, moi, ont ouvert quelque chose en moi d'assez fort. Donc, du coup, quand je faisais ce travail d'assistante sociale, je, en parallèle, pendant mes congés, je participais donc à des stages avec Charlotte. Et, et c'est vraiment ça, finalement, qui a été un petit peu le terreau de ces prémices de reconnecter à ce que j'aimais. Donc, ça n'a pas du tout été un projet dès le départ. En fait, je pense qu'il ne faut pas visionner ça comme... En fait, j'aime pas dire ça, mais je pense qu'il il faut pas chercher à vouloir faire un truc. C'est dur de dire ça parce que bien évidemment, tu as envie de trouver ce que tu as envie de faire. Donc, du coup, tu te dis, il faut que je cherche ce que je veux faire. Mais finalement, c'est plus en te disant, bah voilà, je vais me poser, je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, les choses vont se faire parce que ma première retraite, je l'ai faite en 2018. Il a fallu attendre 2 ans pour que je me dise, ah bah tiens, si je faisais un film. Donc, du coup, finalement, pendant tout ce temps-là, je n'ai pas cherché ce que je voulais faire, j'ai cherché qui j'étais, j'ai essayé de me retrouver, de me dire, bon, bah, voilà, bah, déjà, bonjour, je suis Marion, ok, d'où je viens, c'est qui ma famille, comment j'ai été élevée, qu'est-ce que je crois sur moi, Et c'est hyper dur, parce que tu te retrouves face à des trucs où tu te dis, mais attends, moi, j'ai pas envie de penser que... Enfin, j'ai pas envie de montrer que je me suis auto-sabotée, je me suis menti à moi-même parce que t'as la fierté qu'en prend un méga coup, quoi. Vraiment, hein. Surtout que moi qui ai un caractère genre assez prononcé en apparence, tu te dis, tu luttes et tu te dis, bah non, je me suis pas menti, de toute façon, j'ai raison. Et puis je sais très bien que si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, du coup, je me retrouve à faire ces stages et je commence à enlever donc des couches, à me dire, bon, bah, ok, d'accord, c'est compliqué, c'est dur, à continuer à avoir ma vie en parallèle parce qu'en fait, quand tu fais ça, ben, la vie ne s'arrête pas, hein. Tu continues à aller bosser tous les matins, à aller dans ton bureau à 8h30 jusqu'à 17h30 et puis avoir des gens, avoir des rendez-vous, machin, etc. Donc, tu as un travail interne qui se fait, qui est le plus fatigant, avec ton travail physique qui se passe. Et, et puis, il y a un stage en particulier, donc celui que j'ai fait qui n'était absolument pas prévu avec Charlotte, que je lui ai dit 48 heures à l'avance, ben, tu as une place, je viens. Ou elle m'a dit plutôt, j'ai une place, tu viens. C'était plutôt ça. Et je suis arrivée à cette retraite dans un état mais pitoyable. C'est-à-dire que j'avais arrêté, j'avais fait une dépression en 2012, j'avais pris des antidépresseurs, j'étais sous anxiolytique pour essayer de ressortir de l'eau.
Et là, je devais reprendre des anxiolytiques parce que j'étais dans un état de stress et de déperdition tellement intense que mon mental ne pouvait plus suivre. En parallèle aussi, ce qui je pense est important de dire, parce que c'est pas non plus, il n'y a pas que le travail entre soi avec soi, c'est que moi j'ai commencé du coup une psychothérapie en 2017 qui m'a aussi beaucoup aidée. Donc du coup, il y a eu le côté très spirituel, il y a eu le côté médical et il y a eu cette volonté finalement de me sortir d'un truc où je me noyais, quoi. Et donc, du coup, je reprends des médicaments et je dis à Charlotte, bon là, en fait, faut que je fasse quelque chose. Et elle me dit, bah viens. Et je suis venue à cette retraite et je me rappelle très très bien de l'intention que j'ai posée. Je ne savais pas du tout que je voulais faire un documentaire, j'étais paumée, j'étais dans le noir total. Et quand j'ai posé mes intentions pour cette retraite, je me suis dit, bah, moi, je veux transmettre des émotions, je veux transmettre de la joie. Et ça a été, je l'ai encore ce papier, c'est écrit noir sur blanc en février, la retraite de février 2019. Et, et du coup, je me dis ça, et c'est là, à un moment donné, où on fait un exercice qui a été très intense pour moi, euh, où en fait, naïvement, je me suis dit, bah voilà quoi, ça serait génial de faire un film là-dessus. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est que finalement, il y a quelqu'un qui est donc Charlotte à ce moment-là qui m'a dit, ben chiche en fait. Donc du coup, il y a a priori aucun rapport, mais en fait, c'était plus de saisir une occasion d'un truc complètement fou. Donc, si je dois donner un conseil aux gens, c'est de se dire, ça ne veut pas dire que ce sera évident tout de suite et qu'on va le faire. Moi, j'ai mis du temps à le commencer, ce film, hein. Il m'a fallu encore 1 an après pour me dire, allez, j'y vais. Mais en fait, si on vous propose un truc de ouf et qu'on vous fait confiance, ne vous posez pas la question de pourquoi les gens vous font confiance à ce moment-là. Si ça vous anime, juste faites-le. Parce que moi, je me suis dit, mais attends, elle est tarée, la meuf, elle veut que je fasse un film. Enfin, c'est pas qu'elle veut, mais elle est OK de me laisser rentrer dans ces espaces-là qui sont quand même des espaces compliqués. Elle est OK que je vienne filmer dans des retraites alors que j'ai jamais fait la photo, c'est pas de la vidéo, c'est pas du tout pareil. Donc en fait, je me suis posé 1000 fois la question, mais pourquoi elle me fait confiance, quoi? Et en fait, il faut arrêter de se poser cette question-là. Oui. Parce que si on te, enfin, c'est comme si on te fait dire un truc, si on te propose un truc et que ça te plaît, faut le faire. Je pense qu'il faut aussi, faut pas être fou et se dire, ben, je lâche tout et puis je ne sécurise pas mes arrières et machin. C'est important aussi de se dire, de réfléchir matériellement, de se dire, bon, il faut quand même que je mange un peu, même si c'est des pâtes, il faut manger. Mais en fait, c'est tellement fort l'envie de faire quelque chose qui nous anime que tout à côté est beaucoup plus simple. Ouais. Tout paraît moins compliqué, en fait. Donc moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai dit, bon, ben ok, ce truc, ça me plaît. Le premier truc que je me suis dit, c'est, ah ouais, mais je me sens pas légitime. Du coup, j'ai mis 1 an à me dire, bon, bah allez, peut-être que j'y vais. Et puis au bout d'un moment, j'y suis allée parce que Charlotte, elle m'a dit, bon, ben, allez, on y va, quoi, c'est parti. J'avais pas d'appareil, rien. Donc en fait, ça s'est fait vraiment comme ça, quoi. Ça s'est fait sur une déconstruction déjà de moi avant toute chose. Ouais. C'était vraiment la première chose que j'ai faite. Parce que là-bas, je ne savais pas ce que je voulais faire du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis surtout, je ne voulais pas forcément faire que des bijoux, parce que j'aime ça, mais il y a des jours, j'ai pas envie de faire des bijoux et j'ai envie de faire du montage. Et il y a des jours, j'ai envie d'aller faire du service en resto et j'ai envie d'aller servir des gens dans un magasin. J'aime faire trop de choses, en fait. Je ne peux pas me contenter d'une seule activité parce que je suis multiple et ça ne me va pas de faire qu'une seule chose. Et quand j'ai compris et quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient de l'auto-entreprise et qui faisaient plein de choses et qui se lançaient, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas obligée de faire un boulot de 8h30 à 17h et de demander une augmentation tous les ans pendant mon entretien annuel avec mon patron. En fait, j'ai le droit de dire, bah, aujourd'hui, je fais ça. Et puis demain, en fait, si ça me saoule, je fais ça. Et là, c'est ce qui se passe. Le film, je l'ai autoproduit. Il y a des personnes qui ont fait des dons. Il y a eu une énorme effervescence autour de ça et j'ai eu cette chance-là aussi de réaliser ce documentaire sur une personne qui a un petit peu de notoriété et que du coup, il y a eu un réseau assez grand. Ça, c'est une chance, je l'admets. Mais qui, du coup, m'ont donné la possibilité de me dire à la fin de ce film, bon, bah, ok, c'est bien, j'ai envie de continuer à faire des vidéos, mais là, j'ai besoin un petit peu de faire quelque chose de... J'ai un peu trop été dans la tête, là, j'ai besoin de faire un truc concret. Donc, bah, je vais aller bosser dans un boulot tout à fait classique, entre guillemets, parce que ça me fait du bien, en fait. Parce que j'ai trop l'impression, sinon, d'être dans un seul monde. Et j'ai l'impression d'oublier un peu ce qui se passe dans le vrai monde.
Du coup, j'ai besoin aussi d'aller voir là-bas ce qui se passe un petit peu et puis de revenir et de repartir. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on trouve son équilibre. L'équilibre, c'est pas forcément dans un truc. Mm. Et on a le droit de changer d'avis. Moi, c'est ça aussi que je trouve important de dire. C'est qu'on passe pas pour une illuminée ou un illuminé quand on se dit « Ah bah en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. » Bah ok, c'est pas grave, en fait, tu dois rien à personne. T'as envie d'être bien avec toi, enfin, d'abord. On s'en fout de ce que les gens ils vont dire. Ah bah ouais, elle fait des bijoux, bah là, elle en fait plus trop. Ouais, ça craint. Nan, nan, bah, on m'en fout. Moi, j'ai toujours des gens qui m'achètent des bijoux et qui adorent ce que je fais. Et c'est super. Et il y a des gens qui sont très contents que je leur serve des bières et que je leur recoupe des morceaux de fromage en service arrière dans un magasin. Donc c'est bien. Il y a toujours les gens qui sont contents. Et c'est eux qu'il faut cibler et qu'il faut se concentrer. Ouais. Franchement, je kiffe. Merci beaucoup pour ça parce que c'est vrai, ça permet ouais, de lâcher en fait là-dessus. Enfin, même pour moi, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça me parle carrément. Mm. Alors oui, ça du coup, très concrètement parlant, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais, slash, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi un petit peu tes projets, tes envies? Alors, des projets, il y en a 1000. Parce que du coup, après, c'est le risque. Le risque, après, c'est de se sentir trop, trop libre, entre guillemets. C'est que, ce qui n'est pas un risque, hein, je dis ça en rigolant, hein, mais aujourd'hui, les projets, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de continuer à faire de la vidéo parce que du coup, moi, j'ai adoré. Donc, ce qui est drôle, c'est que la vie est quand même très, très bien faite. J'ai déménagé, sans le savoir évidemment, à 7 km d'une grande école documentaire française qui est à Lussas, juste là. Donc, c'est une des plus grandes écoles où il y a absolument tout le matos nécessaire, il y a des formations, etc. Donc, le projet, c'est de me former un peu plus techniquement pour quand même acquérir une technique parce qu'aujourd'hui, je comprends que la technique est au service de la créativité et non pas l'inverse. Et que du coup, maintenant, je me dis, j'ai envie de faire ça, et la technique, elle m'intéresse. Je me dis, j'ai envie de comprendre comment on fait. Mm. J'ai pas envie d'apprendre un truc et de me dire, je comprends pas à quoi ça me sert. Donc, il y a ça. J'ai rencontré 2 personnes absolument merveilleuses qui, elles, sont dans l'audiovisuel grâce au film, grâce à Instagram, où elles m'ont contactée. Donc, du coup, on est en train de voir ensemble pour travailler ensemble sur d'autres projets qui sont encore un petit peu secrets, mais l'idée, c'est vraiment de faire, de proposer ensemble des choses qui seront dans l'audiovisuel, la vidéo et le son. À côté, je continue à faire mes bijoux. Il faut que je restructure un petit peu mon activité aussi parce que je change aussi. Il y a des choses que j'ai envie de revoir. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer aux gens donc, j'essaye de restructurer un petit peu cette activité. Et à côté, mon conjoint donc, ouvre un magasin d'alimentation biologique et moi, je vais aller travailler avec lui parce que la vie, c'est super, mais le chômage s'arrête aussi un jour et je ne vis pas, je me suis pas, j'ai pas été produit pour le film, donc c'était totalement bénévole et j'ai eu beaucoup de soutien qui m'ont aidé pour ensuite pouvoir diffuser le film convenablement. Mais ça ne me suffit pas aujourd'hui à vivre. J'ai plus de chômage qui tombe. Je ne vis plus encore pas encore de mes bijoux, même si j'ai un petit peu d'argent. Ça ne me permet pas de payer mon loyer. Donc, l'idée, c'est que là, au mois de septembre, je vais aller travailler avec lui comme salarié. Donc, je vais reprendre un boulot de 8 heures à 20 heures. Je vais aller travailler et puis en parallèle, je vais faire mes projets plus perso. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi trouvé un travail qui me plaît. Enfin, c'est quelque chose qui a un lien avec la nature, la terre. Voilà, l'idée, c'est de proposer des produits aux gens qui sont en lien avec mes valeurs aussi. Donc, du coup, enfin, tout me va très bien, en fait. Donc, j'en suis là. Et puis là, cet été, j'ai trouvé un petit boulot comme serveuse et je suis hyper contente. C'est l'été, il fait beau, c'est trop bien. Voilà, en fait, maintenant, je sais qu'il y a un début et une fin aux choses et que je me sens plus bloquée. En fait, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, tout ce parcours, parce que je me suis dit, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est quand tu es coincé dans un boulot et que tu n'as pas de visibilité. C'est comme si tu avais un mur devant toi et tu disais, mais je ne peux pas y aller, je vois rien, je vois rien de ce qui se passe. Donc, du coup, comment je fais? Donc, c'est plus rassurant d'être en face de ton mur et de te dire, là, au moins, je sais ce qui se passe. Sauf qu'une fois que j'ai réussi à accomplir tout ce que j'ai accompli, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Et maintenant, ça ne me fait plus peur de signer un contrat quelque part parce que je sais qu'en fait, quand je vais
quand je vais regarder derrière le mur, il y aura forcément un truc super. Et je sais que je suis armée pour le faire maintenant. Et ça, c'est toute la différence, quoi. Alors après, oui, c'est fatigant, il y a des moments qui sont pas du tout faciles. Là, j'en parle comme si c'était simple, mais c'est pas du tout simple. Il y a des moments où on a super peur, il y a des moments où on se dit, je fais que de la merde, c'est n'importe quoi, je fais des conneries. Mais il y a toujours un truc un peu guerrier au fond de nous qui dit non, en fait, je sais que j'ai raison parce que je me sens beaucoup mieux. Les moments où on se sent bien sont beaucoup plus intenses et nous portent beaucoup plus dans ces moments qui sont difficiles. Ouais. C'est vrai. Alors, du coup, j'avais une petite question justement sur l'argent, parce que je trouve que c'est aussi important d'en parler, et tu en as parlé par toi-même. Comment est-ce que tu as géré ça aussi, ce côté, à la fois, tu fais quelque chose qui te porte, mais voilà, tu as la réalité de la vie, parce que c'est vrai que c'est un thème qui fait peur à beaucoup de gens, et voilà, ça vient réveiller des choses très, très, on va dire, ancestrales et très archaïques, on va dire. Comment est-ce que toi, tu as géré ça? Et est-ce que enfin, l'insécurité financière, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou un peu, pas trop? Enfin, commenter par rapport à ça. Je l'ai ressenti pendant super longtemps, mais même jusqu'à l'année dernière, en fait, j'ai toujours ressenti. Et là, ça s'est vachement calmé. Et je sais pas comment dire, comment ça se... Enfin, je suis toujours... je dis pas, voilà, quand je vois que mon compte, c'est la merde, on a découvert, c'est la panique absolue, là, et tout le monde se réveille là-haut, genre, on va faire comment? Mais c'est beaucoup moins présent. Et il y a justement le psy que je voyais à l'époque, que j'ai vu pendant 4 ans, qui m'a dit un truc un jour, je le dis à tout le monde. C'est une phrase qui est absolument stupide au possible et simple. Mais un jour, je dis oui, je suis en panique, machin, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas de sous. Alors, je crois que j'étais encore salariée à l'époque, donc c'est drôle quand même de se dire ça, tu vois. Genre, tu te dis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de raisons de flipper. Et il m'a dit, mais vous savez, l'argent, ça va, ça vient. Il m'a dit ça, et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. En fait, c'est un mouvement, c'est pas un truc figé, là, c'est la merde et pour toujours. Et du coup, c'est hyper. Après, je dis ça aussi, j'ai pas d'enfant, je m'autogère, c'est-à-dire que, voilà, moi, à mon échelle de, de, de personnes sans enfants, c'était gérable d'entendre cette phrase et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et il m'a dit ça, il y a ce truc qui s'est ouvert, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, ça a jamais duré 6 mois, quoi. C'est ce truc de panique. Et du coup, ça a fait son chemin, cette phrase, et j'ai eu le chômage. Donc, le chômage, c'est bien parce que du coup, j'ai eu cette chance-là de pouvoir développer mon projet et d'avoir cet argent qui était là. Et mon rapport à l'argent a énormément évolué. C'est-à-dire que maintenant, je vois plus ça comme un moyen, tu vois. Je me dis, ah en fait, j'ai besoin d'argent. Là, j'ai besoin d'argent, parce que là, typiquement, j'en ai besoin. J'ai plus de chômage depuis mars. Et je vais aller en chercher en fait de l'argent. Je vais faire un contrat pendant tant de temps et puis je vais continuer à développer ce qui va me permettre de vivre à un moment donné jusqu'à ce que ce soit ça qui me tienne. Donc en fait, je pense il faut aussi accepter de se dire, ben ouais, il faut manger. Donc du coup, je bosse à fond pour que mes projets m'apportent de l'argent le plus vite possible et trouver les moyens. Donc c'est déjà se sentir légitime à se rémunérer aussi. Il faut déjà passer cette étape-là. Parce qu'on se dit, oui, mais moi, ce que je fais, ça ne mérite pas d'être payé. Ça, il faut arrêter tout de suite. C'est moi qui le dis, c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi de m'évaluer. Mais il faut aussi se dire que s'il y a des personnes qui sont prêtes à se payer votre prestation ou ce que vous faites, c'est qu'il y a une bonne raison. En fait, les gens, moi, c'est mon chéri qui me dit toujours ça, il me dit, les gens, ils ne s'achètent pas pour te faire plaisir. Hein. En fait, justement, l'argent a une telle place dans notre société qu'on n'est pas là, ouais, je vais filer 50 balles à Marina parce que ça me fait plaisir. Enfin, si, quand tu as un projet derrière, mais c'est pas tu fais pas ça pour un truc qui te parle pas, ce que je veux dire. Ouais, complètement. Donc, il faut aussi se sentir légitime de ça et savoir que les gens, ils savent ce qu'ils font, ils sont pas bêtes, quoi. C'est vrai, mais c'est bête de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, je me dis plus, il y a un truc très rigolo qui s'est passé, et je pense qu'il faut que je le raconte vis-à-vis des sous, c'est que quand il y a mon dernier mois de chômage qui est arrivé,
J'ai voulu absolument dans l'urgence reprendre un boulot parce que j'ai flippé. Je me suis dit, ah ouais, je vais prendre ce boulot. Bon, ça me convient pas trop, mais c'était un taf de commercial en plus. Voilà, c'était mais vraiment pur commercial. Il n'y avait pas de côté vraiment. C'était vraiment de la vente, quoi, avec des clients professionnels et tout. Et ça me disait pas trop, mais je me suis dit, ouais, bah, en même temps, il me faut bien des sous parce que là, je vais rien avoir. Et en fait, je me suis écoutée, je suis allée à cet entretien, je l'ai fait, je ne l'ai pas senti. Je me suis dit, ah, je vais peut-être quand même y aller. Finalement, j'ai dit non, Marion, tu sais très bien que quand tu ne t'écoutes pas, ça ne marche pas. Donc, j'ai dit non. Et là, 48 heures après, j'ai reçu une énorme commande de bijoux pour une boutique. Et je me suis dit, bah putain, trop fou. En fait, bah, j'ai trop bien fait de dire non. Et du coup, il faut accepter. Et ça se trouve, j'aurais pu ne pas l'avoir, mais il y aurait quelque chose d'autre qui serait présenté. Et finalement, j'ai trouvé aussi ce boulot comme serveuse pour cet été, où finalement, j'ai le temps de faire ce que je dois faire, qui va me rapporter aussi de l'argent pour vivre et qui me plaît. Et j'ai aussi ce boulot qui, pour moi, est beaucoup plus OK avec moi, de me dire, ouais, je vais aller faire du service, ça va être cool, avec des collègues cool, qu'ont mon âge, l'ambiance va être chouette et on va bien bosser et ça va être un bon moment. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'écouter. En fait, on a toujours le choix de trouver quelque chose qui nous convient le mieux et il faut vraiment pas prendre une décision dans la trouille. Ouais. Il n'y a rien de pire que de faire ça parce que ça fait que nous remettre dans ce vieux schéma et après on se dit ah bah ouais mais en fait je m'en suis pas sortie, retour à zéro. Ben oui mais en fait c'est toi qui as provoqué ça, c'est ce que tu t'es dit. Donc faut accepter d'aller dans le vide un peu quoi. Ouais. Mais oui, je suis complètement d'accord. Moi, ça se valide aussi vachement dans l'entrepreneuriat, du coup, où forcément, bah, les revenus ne sont pas les mêmes qu'avant. Ah bah Je vois quand j'essaye de faire une action, on va dire, marketing qui est faite par la peur. Ah, ça n'avait pas du tout le même effet que quand c'est quelque chose où vraiment c'est où je m'écoute et où c'est beaucoup plus fluide, en effet, ouais. Et où tu te dis ah ça me fait trop kiffer de faire ça, viens on le fait. Et puis en fait aussi des fois ça marche pas, mais je trouve que si tu l'as vraiment fait avec le cœur, ça te fait moins chier entre guillemets. Désolée, je parle. Ça te fait moins chier entre guillemets parce que tu dis ouais mais je l'ai fait vraiment avec le cœur. Du coup bah en fait j'ai juste kiffé. Ouais, Et quand ça marche, c'est incroyable. c'est clair, ouais. Je pense qu'il ne faut aussi pas rentrer dans ce truc de culpabilité de gens. Bah, en fait, si tu as vraiment envie, tu fais vraiment avec le cœur, ça marche. Bah, en fait, euh, oui, ça marche ou ça marche pas, mais ce qui marche, c'est le ressenti que tu as en tout cas. Et lui, il est vrai et il n'y a pas de problème. Quoi. Mm. Ouais, complètement. Mm. Je voulais te poser une autre question qui m'est venue tout à l'heure et qui me semblait assez importante. Donc, tu nous as dit effectivement que les retraites de Charlotte voilà, ont joué quand même ont eu un rôle important pour toi dans tes changements intérieurs, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as utilisé d'autres outils ou est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est passé pour toi le fait, parce que tu nous as parlé de la légitimité, que ça t'avait pris 1 an, je crois, avant de réaliser le documentaire, etc. Tu nous as parlé aussi de confiance en toi, etc. Et du coup, d'un point de vue un peu pratico-pratique, en fait, est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as utilisé des outils? Voilà, qu'est-ce que tu as fait en fait, ou est-ce que c'est juste la vie qui a changé? Bah, y a eu un peu des deux. Moi, j'ai pas, je suis un peu c'est pas une feignante, c'est pas vrai. Je peux pas dire ça de moi. Mais ça, j'ai pas pratiqué d'outils pendant très longtemps. Ce qui m'a vraiment permis au début de me recentrer, de me faire du bien, c'est que j'ai fait beaucoup de yoga à côté. J'ai découvert vraiment le yoga avec les retraites de Charlotte. Et du coup, j'en ai fait pendant 2 ans, je crois, à Lyon avec un prof. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai aussi un moment, je faisais beaucoup de méditation où justement, dans ces moments de panique, eh ben, je me disais, Marion, je sais que là, tu n'as pas envie de te poser, mais va te poser. Mais ne serait-ce que de méditer avant d'aller se coucher, quand ça tourne dans la tête le soir, encore aujourd'hui, des fois, je me mets une méditation pour aller me coucher. Donc moi, ça a été vraiment des outils super. Mais une fois que j'allais bien, je me suis dit, bah, en fait, là, ça va. Et ça a été aussi beaucoup la vie. Et aujourd'hui, plus maintenant, mais à l'époque, il fallait vraiment que je sois au fond du seau pour me bouger. Donc, c'est aussi la vie la perception que j'avais de la vie et ce que je me forçais à traverser qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau, quoi.
Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu d'outils à proprement parler. J'en ai expérimenté plein. Je suis même allée me faire tirer les cartes par un gars, voilà, ce genre d'outils beaucoup plus spirituels, etc., beaucoup moins concrets. Ça m'a fait du bien, en fait, sur le moment. J'en avais envie, ça m'a fait du bien. Mais je me suis pas... c'était plus un petit peu un petit bâton sur le chemin pour me filer un petit coup de main, quoi. Mais je ne m'en suis pas servie à outrance aujourd'hui. Mon vrai outil, c'est vraiment mon ressenti. Et ça, c'est aussi mon psychiatre qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, vos sentis, vos émotions ne vous trompent jamais. Parce que moi, j'étais tellement perdue que je ne savais même plus si ce que je ressentais, c'était légitime. Je ne savais plus qui j'étais. Donc, je me disais, bah, j'ai peur, mais ce que je ressens, c'est pas normal. C'est moi, je plane, je suis pas bien. Et en fait, aujourd'hui, mon vrai pendule, si je dois utiliser un outil, c'est vraiment mes émotions pour le coup. C'est de me dire, ah là, c'est pas OK. Mais est-ce que c'est vraiment mon émotion profonde qui me dit ça ou est-ce que c'est dans ma tête? Donc, du coup, maintenant, systématiquement, je fais le lien, je me pose, je me dis, OK, là, je ressens ça. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aurait pu ressentir ça? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques... Parce que moi aussi, j'avais une difficulté particulière, c'est que j'ai vécu pas mal de traumatismes étant enfant. Et du coup, quand on est enfant, je vais expliquer ça un peu de manière vulgaire parce que je ne suis pas médecin, mais en gros, quand on a un traumatisme qui est trop fort, le cerveau, il n'imprime pas l'info et du coup, il peut projeter ça ailleurs, ce qui a été mon cas. Donc moi, j'ai pu vivre des choses graves et en fait, j'ai projeté ça sur un autre truc qui avait absolument rien à voir et qui n'était pas du tout censé être traumatique. Du coup, à l'âge adulte, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée à vivre des expériences compliquées, enfin hyper compliquées ou qui étaient intrusives pour moi. Et en fait, je me disais, non, le problème, je vais dire n'importe quoi, c'est juste que là, bah, j'ai loupé mon bus et ça m'a énervé. Mais des trucs vraiment... Et en fait, quand j'ai détricoté ça avec mon psy, qui a été aussi un outil incroyable, enfin, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je sais que j'en avais besoin. Euh, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi accepter de vraiment regarder tout ce qui s'était passé dans notre vie pour se dire mais pourquoi je réagis à ça là alors que ça, c'est pas le problème. Et du coup, parfois, je me disais, bah ouais, là, je me suis, je sais pas, on va prendre l'exemple, là, je me suis séparée de mon mec, mais je sais que c'est pas ça le problème. C'est ça, c'est cette histoire du fait qu'il y avait plus les pattes que je voulais au rayon Super U. Et en fait, le cerveau est vraiment bien, enfin, bien foutu pour ça. Il faut vraiment, je pense, regarder aussi, parfois, quand on pète un plomb, tout ce qui se trame derrière où on n'accepte pas que ça puisse nous faire du mal. Se dire, bah non, en fait, c'est difficile de se séparer, par exemple, si on prend ça comme exemple. Donc, du coup, bah oui, en fait, c'est ça. C'est pas les pattes, le problème. Donc, je pense que le meilleur des outils, c'est vraiment ça. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe dans notre vie et qu'est-ce qui fait qu'on réagit et pourquoi. Et une fois qu'on a compris, de se dire, enfin, qu'on a observé le truc, de se dire, bon, bah ok, maintenant, j'arrête de ressasser le truc et toujours, je me ressente qu'est-ce que je veux par rapport à cette situation. C'est le meilleur des outils, moi, je trouve. Ouais. C'est soi. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est ouais. Top. Je vois que l'heure tourne, mais j'ai encore une petite question pour toi parce que ça m'a fait tilt aussi. Et tu t'en avais parlé aussi dans un podcast justement de Graines d'étoiles avec Sarah, on mettra aussi le lien. C'était sur la fois où tu t'es fait agresser sur ton lieu de travail et le changement que ça a permis de créer. Est-ce que tu peux juste nous parler de ça? Je sais que t'en as dit quelques mots tout à l'heure, mais je pense que ça peut être important pour les gens. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, cette agression sur le moment, bah, justement, c'est un bon lien avec ce que je disais, c'est que quand je me rappelle très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une dame que j'accompagnais qui avait des problèmes psy en l'occurrence, dont la prise en charge a été médiocre. Et du coup, un matin, bah, elle a pété un plomb, et puis elle est arrivée avec un couteau au bureau. Donc, j'ai rien eu. J'ai réussi avec une collègue, on a réussi à s'enfermer, on s'est mis à l'abri, etc. C'est traumatique. Moi, je vous raconte ça là comme ça, c'est traumatique comme expérience quand même. Moi, j'étais tellement choquée. Moi, je ris beaucoup quand je suis stressée que je suis arrivée je suis allée voir mon mec de l'époque, je suis allée au commissariat, machin, je fais mon truc. J'étais tellement choquée que je suis arrivée en rigolant, je disais, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail, vraiment, mais je me marrais, quoi. J'étais tellement choquée que je réalisais pas et j'étais sidérée. Et en fait, j'ai pas réagi tout de suite à ça.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu du temps. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que les gens disent, bah ça va, elle a pas l'air trop traumatisée, la nana, c'est OK. Sauf qu'en fait, mon cerveau a dit, bah non, en fait, c'est pas ça le problème. Moi, je suis arrivée chez mon psy en disant, oui, je me suis fait agresser, mais bon, c'est pas grave. Sinon, ça m'emmerde vraiment avec mon mec, c'est chiant. Il me dit, mais attendez, vous pouvez pas me dire ça alors qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre un coup de couteau au boulot, enfin, quand même. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte de la gravité, à quel point j'étais déconnectée de mes émotions et de ce qui se passait dans ma vie. Mm. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder tout ce qui s'est passé quand nos manières de réagir à nos émotions depuis notre plus jeune âge pour comprendre pourquoi on réagit comme ça aussi aujourd'hui. Sans se dire, ah, c'est pour ça, nanana, nanana, mais comprendre le cadre. Et du coup, cette agression, ça a été un peu... bah, finalement, ça a été c'est dur de dire ça, mais ça a été un énorme cadeau, quoi. Parce qu'en fait, ça a été vraiment ma porte de sortie. Mais vraiment, donc c'est terrible, hein. Mais finalement, à force de me dire que j'étais pas bien dans ce travail, bah finalement, la vie m'a offert ce truc dramatique pour en sortir, quoi. Et je sais, ça se trouve, aujourd'hui, je serais encore en train de bosser dans cet asso. Moi, c'est ça que je me dis, en fait. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous planter sur votre lieu de travail pour partir. Ne faites pas comme Marion Dariva qui est dans l'extrême. Enfin, vraiment. Moi, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout des choses et pour sortir. Donc, ne faites pas ça, ça ne sert à rien et ça ne fait que vous fatiguer plus. Ouais. Mm. Mais parfois, il faut l'expérimenter, hein. Moi, je regrette pas, hein. Donc, je sais pas, c'était ça, oui, ta question, qu'est-ce que oui, sur l'agression et le travail, c'était ça. Ouais, c'était tout à fait ça. Et du coup, bah, c'est bon, là, je sens qu'on a fini. On a fait le tour de la vie de Marion. Non, mais peut-être, ouais, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais rajouter, un conseil, je sais pas, voilà. Un conseil. Attends, j'essaye de me remettre dans ces moments, parce qu'en fait, à donner un conseil de la part de quelqu'un où on se dit, bah, ça va, elle est sortie du truc alors que c'est pas vrai du tout, ça n'a aucune valeur. Donc, j'essaye de me remettre un petit peu dans ce truc du boulot. Euh, bah, je dirais que en fait, si vous êtes là, si vous êtes fermé dans votre travail, que vous n'avez pas de porte de sortie, etc., dites-vous que même si ça paraît énorme tout le chemin qu'il y a à faire, en fait, c'est pour accomplir ce que vous voulez ou juste vous sentir bien, en fait. Chez- Parfois, c'est comme avoir une longue to-do list. On se dit, ah, je vais jamais arriver à tout faire. Et en fait, il y a un jour où ça nous prend 10 minutes et il y a des jours où ça nous prend 4 heures. Donc, en fait, on fait les choses petit à petit. Mais vraiment. Et pas se dire que Enfin, oui, ça paraît insurmontable, mais faire les choses petit à petit et vraiment se recentrer sur soi. Quand il y a du bruit autour, se recentrer et se dire, OK, pour arriver à ça, il faut faire tout ça, mais je vais commencer par faire le premier truc de la liste et après, on verra. Et quand on se rend compte que le premier truc de la liste, il est pas trop... Enfin, il se fait vite, ça donne du courage, en fait, pour faire la suite. Et qu'il y a des jours ou des semaines où ce qu'on a envie d'accomplir, on va le mettre en stand-by et on le fera pas du tout. Et ça veut pas dire qu'on abandonne. En fait, faut être indulgent avec soi. Ouais. Il faut être gentil avec soi et se dire que, en fait, déjà d'avoir la volonté de sortir d'une situation, c'est un courage énorme que très, très, très peu de personnes font et qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes le font, et heureusement. Donc, soyez gentil avec vous-même et faites comme Anaïs qui dit ça dans le documentaire dans Subtil que je trouve super. Elle dit je fais de mon mieux. Et ça va mieux. Elle dit ça avec une simplicité, mais c'est ça en fait. Faites de votre mieux pour faire ce qui vous convient le mieux. Eh bien, c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Marion. C'était vraiment bah, hyper enrichissant, intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'espère que ce sera votre cas à vous aussi qui écouterez cette interview. Et puis, à très vite. À bientôt. Bah oui, à bientôt. Merci Marina pour cet espace d'expression. À bientôt.